Du coup, donc moi je me présente, je suis Xavier, je suis le directeur d'opération de Datacraft et donc on est ravi de vous accueillir chez Equimetrix pour une présentation sur d'Equimetrix sur ce nouveau chatbot Equimet Q&A. Merci à vous de nous accueillir. Il y a des gens qui se connectent dans la salle, je peux couper les micros. Ah, c'est déjà. Et puis, je vais simplement passer la parole au présentateur. Je ne sais pas qui commence, c'est Gabriel. Eh bien, Gabriel, je te laisse la micro. Bienvenue du coup à ce retour d'expérience sur PML Q&A. La présentation axe de déroulé. Aujourd'hui, donc on va vous faire une petite introduction d'abord sur Equimetrix, sur nous-mêmes les speakers, puis une petite contextualisation. On va faire un retour sur ce qui s'est passé les derniers mois dans le domaine de l'IA générative, étant donné qu'il y a eu énormément de bruit, énormément d'informations qui sont circulées dans tous les sens. On va passer ensuite sur le use case qui nous intéresse, donc PML Q&A, une manière d'adapter justement ces algorithmes un peu novateurs pour des problèmes de sustainability. Puis, on va lever un peu le rideau, le capot sur la technologie qui se cache derrière cet outil qui était mis en open source. Et enfin, on viendra un peu sur les next steps, c'est-à-dire à la fois sur qu'est-ce qui va être développé sur cet outil pour la suite, et en même temps sur un peu nos convictions chez qui de comment on peut utiliser cet outil correctement et en faire une force intéressante. Pour quelques mots sur Equimetrix, donc on est un cabinet de conseil en activité depuis un peu de 16 ans maintenant, leader sur le créneau de la marketing science par la data. Et du coup, on a 4 bureaux dans le monde avec plus de 400 consultants experts en data et qui ont intervenu sur énormément de projets clients dans plus de 50 pays dans le monde. On ne voit pas trop la droite de la slide. Et en plus de ça, depuis assez récemment, on est une entreprise à mission. Ouais, tu peux virer, je pense, ça sur la. Ouais, en ligne, il y a ça aussi. Non, c'est sur le. Tu peux même le monter, tu peux le monter comme ça, on voit plus. Et du coup, comme je disais, on est une entreprise à mission, ce qui signifie qu'on prend des engagements à présent qui sont d'utiliser notre expertise, notre expérience dans la donnée pour aller aider nos clients à réduire leur empreinte carbone de manière générale et à porter, disons, les ambitions climatiques de manière générale. Petit mot sur nous-mêmes les speakers. Donc, moi, je suis Gabriel, consultant chez Equimetrix depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Et donc en lead sur les problématiques de natural language processing, donc de traitement du langage naturel dans le cabinet. Et je vais laisser les deux autres se présenter. Donc moi c'est Natalia, je suis consultante en développement durable et j'ai participé à la création de cet outil en tant que super user pour travailler sur les sources, la pertinence des réponses, etc. Et Jean Lelon, consultant et également data scientist chez Equimetrix depuis 2 ans maintenant, et plus spécifiquement spécialisé sur les questions de semantic search et de question answering. C'est à partir d'un projet que je développais qu'on en est venu à créer Climate Q&A. Impeccable, merci beaucoup. N'hésitez pas au cours de la session, il y aura peut-être quelques passages un peu techniques, un peu poussés. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, comme ça on peut y répondre, échanger, rendre la session un peu interactive, ce sera toujours mieux. Et du coup, je vous propose une petite introduction généraliste aux enjeux de l'IA générative. Donc qu'est-ce que c'est, comment ça peut impacter le monde et quelles en sont les limitations actuelles. Du coup, on va commencer par une petite question à main levée. Qui ici a déjà entendu parler de ChatGPT? Comme j'ai levé la main, c'est à peu près rhétorique, je pense que tout le monde en a entendu parler. Du coup, ChatGPT qui a qui a énormément fait le buzz depuis novembre dernier, c'est l'un des premiers chatbots à succès qui a su convaincre le grand public de manière générale, ouvrir énormément d'opportunités de use case et qui montre des capacités assez impressionnantes.
Mais si on prend un peu de hauteur, en fait, on se rend compte que c'est, disons, une milestone, une étape dans un arbre évolutionnaire des modèles de traitement du langage naturel, qu'on peut voir ici à droite, qui a commencé, disons, dans les prémices en 2014 avec les modèles vectoriels de Work2Vec, puis qui s'est enrichi en 2018 avec l'arrivée des modèles Transformers. On peut voir à gauche en rose les modèles à base d'encodeurs, c'est-à-dire des modèles qui permettent d'encoder des phrases, des textes en un vecteur numérique et de le manipuler de cette manière. Puis les modèles sequence to sequence en vert qui permettent de manipuler du texte de manière intelligente. Et enfin, les modèles décodeurs qui sont vraiment axés sur de la génération textuelle, donc qui est un peu la branche la plus fournie actuellement. Et du coup, les modèles les plus connus de cette branche, avec les modèles GPT, bien entendu. Mais on trouve aussi les variantes de DeepMind, de Google, de plein d'acteurs. Et c'est en train d'exploser en termes de nombre de possibilités, disons, sur ce domaine, puisque cet arbre a été fait il y a environ 2 mois. Et si on rajoute les modèles qui ont été créés ces 2 derniers mois, en fait, on peut doubler à peu près le nombre de branches, de feuilles d'exploitation. Si on prend encore de la hauteur, en fait, les modèles transformers ont aussi donné accès à plein d'autres modalités de génération, c'est-à-dire on peut trouver les modèles de texte ou image. Donc, en combinant les transformers plus des modèles de diffusion, on peut arriver à créer des visuels de ce genre qui sont extrêmement convaincants et qui permettent de faciliter l'accès à ce genre de contenu. Et on commence à voir l'émergence de modèles similaires pour du son et pour de la vidéo. Je vous déconseille d'ailleurs de regarder les publicités produites par les images génératives de vidéo et assez cursed à ce stade. Qu'est-ce qui explique cette explosion de manière générale? Plusieurs choses. La première, c'est que, comme je disais tout à l'heure, ChatGPT a su convaincre le grand public. C'est-à-dire, c'est à l'heure actuelle l'un des produits qui a eu l'adoption la plus rapide de tous les temps. C'est-à-dire, ChatGPT a atteint 1 million d'utilisateurs en moins de 5 jours après sa publication et 100 millions d'utilisateurs moins de 2 mois après sa publication. C'est gigantesque. Si on prend pour comparaison d'autres entreprises qui ont eu énormément de succès très vite, on peut avoir Instagram, Spotify et Facebook. Ils ont tous pris plus de 2 ans à atteindre le même nombre d'utilisateurs. Donc, ça a convaincu, c'est le grand public fait confiance dedans. Deuxièmement, on a une énorme communauté en Natural Language Processing, une communauté de NLP, de développeurs qui vont alimenter aussi, qui vont créer plein d'outils, plein de projets pour utiliser ce genre de modèle. On peut citer Hugging Face, qui est devenu la figure de proue de l'open source actuellement, qui est l'un des repos GitHub les mieux notés et les plus utilisés de tous les temps. Alors, LangChain, qui est aussi un projet open source de développement d'outils qui permettent d'utiliser les larges langages modèles et les IA de manière générale, ou encore AutoGPT qui a fait énormément de buzz parce qu'ils ont franchi, disons, la barre des 100 000 étoiles en moins de 2 semaines, ce qui est l'un des repos GitHub les plus rapides de tous les temps, et qui propose une méthode qui permet de rendre des LLM complètement autonomes. C'est-à-dire, on leur fixe simplement un objectif en début de génération. Et ensuite, on laisse le modèle se séparer cet objectif en sous-tâches, en plein de petites tâches à exécuter, reprioriser, exécuter les tâches, etc., jusqu'à ce que la tâche soit remplie. Donc, actuellement, ça peut même permettre de coder quelques petites applications telles quelles. En parallèle, du coup, on voit quelques tendances qui se dessinent. Donc, un peu dans la lignée d'AutoGPT, presque tous les acteurs sont en train de travailler sur des outils qui permettent d'enrichir des larges langages modèles avec des outils externes. Donc, quand on dit outils externes, ça peut être des calculatrices, ça peut être des exécuteurs Python, ça peut être d'autres modèles de langage, ça peut être plein de choses. Et donc, à l'heure actuelle, presque tous les grands acteurs, que ce soit Google, que ce soit OpenAI ou Hugging Face, ont leur propre version, leur propre framework pour créer ce qu'on appelle des agents maintenant, donc des larges langages modèles qui sont enrichis avec des outils. Mais il y a quand même des critiques à l'heure actuelle, étant donné que globalement ça va très vite. On sort en production des modèles qui sont globalement encore d'époque des systèmes de recherche. Et donc, on peut citer quelques exemples, notamment Galactica, donc, qui était sorti
3 jours avant ChatGPT, qui a créé énormément de bad buzz parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un large language model qui était orienté sur l'écriture de papiers scientifiques. Et du coup, en fait, il était capable d'accéder à un niveau de langage qui est assez poussé, donc très proche de celui qu'on peut retrouver justement dans la littérature. Mais en même temps, il avait tendance à inventer beaucoup de faits, mais de manière très convaincante. Ce qui fait qu'il a reçu énormément de compétences. Et que Facebook, donc Meta, qui était à l'origine du modèle, a dû le shutdown en moins de 2 jours après sa mise sur le marché. On va voir en même temps sur la partie gauche toutes les accusations de copyright infringement, où globalement ces modèles sont encore entraînés sur des corpus de texte qui sont globalement scrappés de manière un peu sauvage sur Internet et pas forcément bien clinés. Ce qui fait qu'on retrouve énormément de contenu qui ne devrait pas s'y trouver, ou alors qui est sous licence exclusive, ou juste, par exemple, certains modèles peuvent recracher des secrets GitHub, des mots de passe, des clés d'API, qui n'est pas du tout safe, et donc il y a quelques procès qui sont en train de s'ouvrir contre les différents labos pour justement mettre en lumière tout ça. On a de l'autre côté des collectifs de scientifiques qui demandent à mettre en pause le développement des IA pour laisser le temps aux régulations de catch-up et de se mettre en ligne avec tout ça. Et enfin, on a Microsoft qui publie plein de choses intéressantes, mais souvent un peu vite. On peut notamment citer Bing qui, dans ses premiers jours, avait tendance à se comporter presque un peu trop comme un humain. Et même plus comme un adolescent en phase émo, et qui donc du coup a causé quelques frayeurs à pas mal de gens qui étaient en bêta-test sur les modèles. Je vous laisserai taper sur Twitter, il y a quelques exemples qui sont assez amusants et qui font assez peur aussi au passage. Et du coup, parmi tout ça, il reste quelques limitations à prendre en compte dans l'usage de ces modèles. Les premiers, ça va être les biais culturels. On a quand même des modèles qui sont entraînés sur des très gros corpus, souvent à la base en anglais, et donc ils vont reproduire énormément de biais culturels plutôt anglo-saxons de base, qu'on retrouve du coup dans les applications, dans les tâches de stream. Ensuite, comme j'ai déjà dit, des problèmes de plagiarisme, de copyright, étant donné que c'est des modèles qui à la base sont quand même entraînés à recracher du contenu qu'on leur aurait fourni. Des problèmes aussi d'utilisation en termes de compute et d'environnement, c'est des modèles qui sont très très gros, c'est-à-dire pour un seul modèle, il faut disons un rack entre 15 et 20 GPU juste pour une seule génération. C'est beaucoup, ça fait beaucoup de coûts en électricité. Pour donner une estimation, Google estime que quand ils vont mettre en production leur modèle Palm pour remplacer le Google Search, ça va leur coûter environ 10 fois plus cher par requête qu'une requête standard sur Google à l'heure actuelle. Donc, il y a aussi des problématiques de business model pour trouver comment rentabiliser ces usages, ces modèles. Et enfin, un problème non négligeable, ça va être ce qu'on appelle les hallucinations, la fabrication de faits, c'est-à-dire des modèles qui sont entraînés à la base à produire du contenu qui paraît pertinent, et qui donc, s'ils n'ont pas l'information, s'ils n'ont pas le véritable contenu, vont avoir tendance à remplacer ça par juste des faits qui sont fabriqués de toutes pièces, qui sont juste là pour avoir l'air plus plausible pour un intervenant. Et justement, en prenant compte de ces limitations, on a voulu proposer un outil qui en adresse certaines et qui en plus est un usage louable. Et du coup, je vais laisser Natalia prendre la suite pour commenter avec. Merci. Merci Gabriel. Est-ce que vous avez des questions pour Gabriel pour l'instant sur l'IA générative, ChatGPT, etc. Non, bon, vous pouvez poser vos questions à la fin. Ok. On va passer sur Time Q&A. Donc, vous avez vu sans doute passer le buzz dans les réseaux sociaux, dans les médias, sur cet outil qui est je cite, un chat GPT du climat, donc un chatbot qui va répondre à des questions relatives au climat, au changement climatique et à la biodiversité. Donc, vous vous demanderez pourquoi est-ce qu'on a créé cet outil, et je voudrais d'abord vous poser une question. Qui parmi vous a déjà essayé de faire des requêtes, des recherches très longues dans les rapports du GIEC ou de l'IPBES pour
pour répondre à vos questions, à vos interrogations en matière de climat, de biodiversité, de restaurant. Super. Il y en a moins que pour ça, c'est Il y en a moins que pour ça, BTP. Ok, donc on a créé cet outil parce qu'il y a un problème d'accessibilité, de compréhension avec les rapports du GIEC et de l'IPBES. Donc, juste pour rappel, l'IPBES, c'est comme le GIEC pour la biodiversité. Et ceci étant comme ça que le chair du IPCC avait dit en 2020 à quoi servent les rapports du GIEC si leur audience ne peut pas y accéder, ne sait pas comment les utiliser, ne les comprennent pas. Donc, ceci est dû à quelques questions, à quelques raisons pratiques qui font que ces rapports soient un peu inutilisables ou difficiles pour nous. Donc, premièrement, comme vous aurez pu le constater, c'est difficile de répondre à des questions spécifiques avec les rapports du GIEC. Donc, si on se pose une question particulière sur le réchauffement climatique, il faudra aller rechercher dans les synthèses, dans les rapports complets, les notes techniques, etc. Et on s'est rendu compte que ces rapports sont très longs. Nous, on a compté 15 000 pages pour les documents qu'on a intégrés à notre outil. Il y a beaucoup de jargon, notamment en matière de seuil de confiance et d'incertitude. Ils sont seulement disponibles dans un format PDF, donc plus adapté à l'ordinateur. Et ils s'adressent à des audiences un peu techniques sur ce sujet, ou qui connaissent un peu des sujets, donc des scientifiques et des décideurs. Ensuite, il y a une question fondamentale qui est que les rapports du GIEC et de l'IPBES sont seulement disponibles dans les langues officielles de l'ONU, qui sont donc l'arabe, le chinois, le français, le russe, l'espagnol et l'anglais. Et ces langues-là sont parlées uniquement en tant que première ou deuxième langue par 50% de la population de la planète. Ce qui veut dire que l'autre 50% n'a pas accès forcément dans une langue assez pour eux à ces obligations-là. Et finalement, le GIEC et l'IPBES ne peuvent pas faire tout le travail de communication seul, parce qu'il y a un sujet pour eux qui est de bien faire un trade-off entre la clarté des communications et la rigueur scientifique. Et ils sont souvent critiqués quand ils livrent des messages plus clairs et plus simples, mais qui ne sont pas si rigoureux scientifiquement. Donc, ceci a des conséquences qui sont importantes. Donc, aujourd'hui, on a une petite partie de la population mondiale qui aurait une culture climatique ou qui serait knowledgeable sur ces questions de climat, et donc qui serait capable de bien expliquer ce que c'est et comment agir. Donc, ce serait 20% de la population dans les pays développés. Et il y a très peu de personnes qui, dans les pays moins développés, qui savent déjà ce que c'est que le réchauffement climatique et qui ont les moyens pour agir, c'est-à-dire qui ont assez de connaissances pour le faire. Donc, on trouve que 40% des adultes dans le monde n'ont jamais entendu parler du réchauffement climatique. Et ceci est notamment le cas dans les pays moins développés, où ça peut atteindre 60% de la population d'adultes. En parallèle de ça, il y a une demande qui augmente pour les informations scientifiques en matière de climat et de biodiversité de la part des médias, des décideurs, du public, des éducateurs, des entreprises, etc. Et c'est particulièrement le cas, sachant que le GIEC est un target important de la désinformation et des fake news. Ceci nous a amené à créer Climate Q&A aussi dans un contexte où la température mondiale, bien sûr, se réchauffe, le réchauffement climatique avance et la biodiversité aussi. Donc, juste pour ceux qui n'auraient pas encore très bien testé l'outil, on va faire une petite démo. Donc, on va aller sur Internet. Vous savez que l'outil est gratuit, en ligne, hébergé par Hugging Face et accessible par tout le monde. Donc, je peux poser une question qui soit ici, proposée, c'est nous qui les avons proposées.
Et on pouvait proposer une question, s'il y a une question que vous voulez résoudre sur le réchauffement climatique. À quelle température? Ok. Donc vous allez voir, on peut poser des questions dans n'importe quelle langue. Ici, bon, c'est facile, mais vous pourrez poser des questions dans d'autres langues. Donc l'outil va générer une réponse un peu à l'instar de ChatGPT avec une génération au fil de l'eau. Et on va voir qu'il y a la question que vous avez posée est reformulée en anglais. Jean va vous expliquer pourquoi après, mais c'est plus facile comme ça de retrouver des documents pertinents pour répondre à cette question. Et vous allez avoir toutes les sources citées dans le texte et cotées ici à droite de l'écran. Et vous allez pouvoir même cliquer sur les sources et ça va vous ouvrir le document à la page où l'information a été trouvée. Donc, ceci est très utile justement pour fact-checker Climate Q&A et bien vérifier le contexte dans lequel les assertions des scientifiques ont été faites. Donc, ensuite, comme je vous disais, on va trouver des questions qui sont proposées par l'outil. On trouve que c'est assez intéressant de mettre ces questions parce qu'on remarque que les gens cliquent pas mal dessus. Et ensuite, vous allez avoir une feature très importante qui est que vous allez pouvoir filtrer les informations sourcées par l'outil, par corpus de documents. Donc, vous pouvez choisir que les documents du GIEC, que les documents de l'IPBES ou les deux. Et vous allez trouver tout un tas d'informations sur l'outil, les documents qui sont à l'intérieur, etc. Donc, voilà. Et le code en open source. Donc, si on revient sur la présentation, comme je disais tout à l'heure, comme je vous disais tout à l'heure, c'est 14 000 pages de rapports qui sont dans cet outil et que des sources de l'IPCC, du GIEC et de l'IPBES. Donc, on a mis tous les rapports, les synthèses pour les décideurs, les rapports spéciaux, les notes techniques et les rapports complets, bien sûr. Donc, comme je vous disais aussi tout à l'heure, on a eu pas mal de retours sur l'outil avec pas mal de buzz et notamment un enthousiasme de la part des scientifiques du GIEC, de l'IPBES et aussi du CNRS qui disent que cet outil est très intéressant parce que ça permet justement d'éviter des recherches très longues sur les documents et qui nous ont déjà donné des feedbacks très intéressants pour améliorer l'outil, hiérarchiser l'information, etc. Donc, juste pour rappeler les features que je viens de vous montrer, il y a un chatbot, les réponses sont toujours sourcées, on peut choisir la source de l'information. Il y a toutes les langues qui sont disponibles sur l'outil, donc on peut poser une question en japonais, ça va répondre en japonais. Il y a de la modération, donc on va éviter que les gens posent à l'outil des questions qui ne sont pas reliées au réchauffement climatique ou à la biodiversité. Donc en montrant un message, par exemple, qui dit qu'il n'y a pas de réponses dans les documents sur une question qui n'a rien à voir, et la feature de reformulation. Quels sont les facteurs de succès pour Climate Q&A? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Quelles sont un peu les mesures de performance pour nous? Déjà, on veut que l'outil donne des réponses qui soient véridiques, donc qu'il n'y ait que des informations qui se trouvent dans les rapports et rien d'autre. Donc, que ce soit un outil qui est utilisé et utilisable pour fact-checker des gens qui font des assertions dont on voudrait savoir la véracité et que
l'outil soit aussi facile à fact-checker lui-même, donc avec les sources notamment. Ensuite, il faut que l'outil soit clair, que les réponses fournies soient faciles à comprendre. Et là-dessus, on évite de donner, comme je disais, des seuils d'incertitude et des seuils de confiance. Et on travaille sur le fait de mettre l'outil à disposition avec une sélection de niveaux de complexité pour différentes audiences, donc qui iraient des enfants à des experts sur le climat. Ensuite, c'est très important que les réponses soient complexes parce que et ceci vient du fait que l'outil va sourcer des réponses partout dans le corpus de documents. Ceci est très intéressant parce que il y a les documents du GIEC ou des IPBES qui ne sont pas des rapports complets, sont très compressés parfois, et donc il y a des informations qui pourraient se perdre dans ce chemin-là. Et donc c'est important d'avoir des réponses qui soient complètes et un outil qui source tous les documents pertinents. Ensuite, il y a la question de l'accessibilité avec la langue, mais aussi le fait que ce soit un outil accessible et facile à utiliser sur un ordinateur et sur un téléphone. Et donc, vous allez voir, on travaille là-dessus aussi. Il faut que ça soit rapide, bien sûr, parce qu'on veut éviter des recherches très longues sur les rapports. Et aussi qu'il y ait une certaine intuitivité derrière l'outil. Pour, par exemple, si on veut faire une recherche sur un sujet qu'on ne comprend pas très bien, dont on ne connaît pas les termes scientifiques, l'outil va directement proposer des mots de la même famille de mots et donc trouver des réponses pertinentes à ce sujet. Et finalement, on veut que l'outil soit collaboratif, donc qu'il y ait des personnes qui puissent contribuer à ça, des communautés de développeurs, bien sûr, les scientifiques qui développent les rapports, etc. Et là-dessus, on a beaucoup de traction et de gens qui veulent nous aider à l'améliorer. Donc, à qui s'adresse cet outil? Il va s'adresser au public général, donc à n'importe qui se poserait une question sur ces sujets-là. Ensuite, aux spécialistes du climat, donc des gens qui travaillent sur des sujets climat sans être des spécialistes, donc sans être des techniciens ou des scientifiques, donc des consultants, des journalistes par exemple. Les éducateurs, donc toute personne qui voudrait produire un contenu se basant sur les rapports du GIEC, et finalement les scientifiques du climat et les décideurs. Donc là-dessus, on a identifié un cas d'usage qui est très intéressant, qui est l'analyse des questions posées à l'outil. Donc on imagine ça comme un observatoire des questions posées au GIEC pour identifier quelles sont les lacunes que les gens ont dans la compréhension de ces sujets et quelles sont les questions qu'on se pose le plus. Donc, on voit que la majorité des questions, 35%, portent sur le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre, avec pas mal de questions sur de combien est l'empreinte carbone de telle chose, donc un ordinateur, un téléphone, un trajet. Réponses auxquelles on ne peut pas très bien répondre avec les rapports du GIEC parce que ce n'est pas vraiment fait pour. Pas mal de questions sur ce que c'est que le réchauffement climatique, comment on peut agir, et est-ce qu'on peut arrêter le réchauffement climatique ou le reverse. Ensuite, il y a pas mal de questions sur le monde naturel, excluant la biodiversité, donc sur l'eau, les courants océaniques, la montée des niveaux des eaux, et d'autres questions sur le permafrost, etc. Et finalement, la troisième grande catégorie, c'est les questions sur l'énergie, liées à l'énergie, sur les voitures électriques, l'énergie nucléaire, les énergies renouvelables, etc. Et on voit dans d'autres catégories qui sont assez représentées, et il y a pas mal de questions. Donc c'est la catégorie numéro 4 qui s'appelle Temperature, qui correspond à des gens qui posent beaucoup de questions très spécifiques sur quelle va être la température à tel endroit en telle année. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est les questions où on voit le plus de variabilité par rapport à des questions simples comme qu'est-ce que c'est que le réchauffement climatique dans la première catégorie. Et c'est vraiment des gens qui veulent extraire, en fin de compte, tout ça, en quoi ça vient m'impacter moi dans ma vie. Il y a pas mal de questions économiques et de
de société, notamment sur le lien entre la richesse et l'empreinte carbone. Et finalement, des questions d'angoisse ou de climato-scepticisme sur que je vais survivre, des questions comme ça, en moindre quantité. Je vais laisser la parole à Jean, du coup, qui va vous expliquer comment l'outil marche. Bonjour à tous. Juste en question préliminaire, quelques mots, et vous pouvez lever la main si vous connaissez déjà ces mots ou non, c'est pour essayer de voir, pour adapter au mieux mon discours. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'embedding, de vector store, okay, et de bi-encodeur? Ok. Je m'adresserai plutôt devant la salle que tout au fond. Donc, mais en tout cas, n'hésitez pas à tout moment à m'interrompre pour demander s'il y a un terme sur lequel je passe trop vite et que je n'ai pas défini. N'hésitez pas. Donc, voilà comment ça fonctionne, Climate Q&A. On va commencer en bas à gauche de l'image où on a juste les PDF. Les documents PDF où on va avoir d'abord une couche d'OCR qui est juste du computer vision, donc de la reconnaissance d'images grâce à l'ordinateur pour situer où sont les paragraphes sur la page et pouvoir les détacher les uns des autres, identifier qu'est-ce qui est du texte, qu'est-ce qui est des images, qu'est-ce qui est des tableaux. On va pouvoir sélectionner uniquement ce qui nous intéresse, c'est-à-dire nous pour le moment le texte. Et ensuite, on va rentrer dans le PDF pour extraire le texte brut. Ensuite, on va processer ce texte. En fait, la manière dont on va le ranger pour aller le récupérer ensuite, c'est de créer des représentations sémantiques de chaque passage. Donc, les passages, c'est les paragraphes dans le document. Et une représentation sémantique, ça va être un vecteur. Donc, juste une liste de nombres qui fait pour nous 768 nombres à virgule. Ensuite, on va ranger toutes ces représentations sémantiques-là qui enferment la représentation du sens derrière ce paragraphe-là dans un moyen qui est compréhensible par les machines et en l'occurrence par les modèles qu'on va utiliser. Et on va ranger tous ces vecteurs-là donc dans une vector database. Nous, on utilise FACE, et du coup, je pense que ça vous intéressera un peu, mais qui est juste un moyen optimisé. Oui. Pardon. Il y avait quoi comme encodeur du coup pour créer les modèles? Oui, donc la question était quel encodeur est-ce qu'on utilise? Donc, en l'occurrence, on utilise un bi-encodeur, ce qui permet d'encoder d'abord les passages et ensuite les questions, comme j'expliquerai un peu plus tard. Et en l'occurrence, on le verra après, mais donc c'est un modèle de Sentence Transformers, MPNet version 1, voilà, qui est entraîné sur un tas de données. On verra, je détaillerai ensuite un peu plus sur quel modèle on a choisi et à quel point il est précis. Et donc, une fois qu'on a toutes ces représentations sémantiques, on va encoder la question de l'utilisateur pour avoir une représentation sémantique de cette question-là également. Et ensuite, on va juste comparer cet embedding-là, ce vecteur, cette représentation sémantique, la comparer à tous les autres embeddings pour trouver le top 10 de ceux qui sont les plus proches. Et on se base sur le postulat que, a priori, c'est très proche sémantiquement, si c'est le même sens dans la question et dans les passages, alors c'est utile pour y répondre. Il y a donc une petite étape que j'ai sautée là, qui est la reformulation de la question. En effet, comme notre base de vecteurs, notre base, pardon, donc IPCC, les rapports du GIEC sont
traduit systématiquement les questions vers l'anglais. Donc, n'importe quel langage que comprend ChatGPT, c'est-à-dire plus d'une centaine de langues, peuvent être utilisées pour aller query notre base de données grâce à cette étape de reformulation qui traduit la question. C'est aussi un moyen pour nous de spécifier un petit peu la question, parce que le contexte peut paraître évident à un utilisateur qui arrive sur l'outil. Lorsqu'il demande par exemple What about Paris ou est-ce que et Paris, point d'interrogation. En fait, il faut reformuler la question pour le préciser dans le contexte d'une question sur le changement climatique pour pouvoir avoir des résultats pertinents. Parce que si on n'envoie que et Paris, point d'interrogation, le vecteur qui est censé enfermer le sens de la question va être très imprécis et va donner des résultats également très imprécis. Garbage in, garbage out. Le fait d'avoir des données de mauvaise qualité en entrée du modèle va faire une sortie de mauvaise qualité également. Une fois qu'on a récupéré le top 10 des documents les plus proches sémantiquement, on envoie la question suivie de ces 10 documents-là à notre modèle. Donc ici, on utilise GPT 3.5 Turbo, qui est derrière ChatGPT. Et on lui a précisé dans ce qu'on appelle le système prompt, qui est une consigne qu'on donne au modèle de langage au moment de le query. On lui a expliqué: tu es un modèle qui répond à des questions sur le climat. On va te fournir une question et 10 documents qui vont t'aider à y répondre. Base-toi sur les documents pour répondre à la question. Lorsque tu tires des informations d'un document, à la fin de ta phrase dans ta réponse, mets entre crochets le nom du document pour que l'utilisateur puisse retrouver l'information. C'est grâce à ça que quand on fait une question, comme on a fait tout à l'heure dans la démo, et vous pourrez le faire vous-même quand vous voudrez, c'est pour ça que vous pouvez avoir accès facilement à telle phrase dans la réponse vient bien de tel paragraphe dans tel document, et en cliquant dessus, vous pourrez voir le paragraphe du dessus, le paragraphe du dessous, pour double check, triple check, et s'assurer que le modèle n'est pas en train d'halluciner et de créer des informations de toutes pièces. Et une petite question en ligne. Vous avez dit donc pour savoir comment, après la traduction, on fait pour améliorer la qualité de la question. Vous avez fait un peu plus la partie. Si ça vous intéresse, je vais répondre, mais si ça vous intéresse encore plus en détail, que là je ne saurais pas le dire mot pour mot, mais sachez que on a rendu nos comptes publics. Donc ils sont sur le site, sur le lien qu'on avait partagé au début de la discussion. Vous pouvez aller dans Files et app.py et vous avez les comptes écrits en clair. Donc tout est disponible, n'hésitez pas. Et donc pour répondre, on lui demande spécifiquement, en fait, on lui demande littéralement ce qu'on veut, c'est-à-dire reformulate the question in a context of a discussion about climate change, reformulate as a standalone question. L'idée est vraiment d'avoir tout le contexte dans la question et pas une question et un contexte dont on ne parle pas. Encore une fois, pour le prompt exact, n'hésitez pas à aller voir en ligne. Comment fonctionne la modération. Enfin, oui, très juste. Donc, effectivement, c'est mon point d'ailleurs, j'aurais complètement oublié de le dire, parfois, le modèle ne vous renverra pas de réponse. Ça arrive en fait lorsqu'on calcule la similarité entre l'embedding de la question et l'embedding des différents documents, on obtient un score à chaque fois qui estime à quel point est-ce que la similarité est importante. C'est un score entre 0 et 1. Et on a tout simplement fixé un threshold, un seuil, précisément, pour limiter et dire en dessous de ce seuil-là, eh ben, on ne prend pas les réponses. Ça permet de faire de la modération sur tout ce qui ne concerne pas globalement le changement climatique. Si vous demandez à Climate Q&A si les chats sont mieux que les chiens, il vous dira probablement qu'il n'en sait rien et que ça n'intéresse pas parce que ça ne concerne pas le changement climatique. Là aussi, n'hésitez pas à aller voir les comptes, on les a tous rendus publics, donc
On va commencer par ça. Une question qu'on peut avoir qui vient assez naturellement, c'est en fait, est-ce que toute la valeur que vous apportez, elle n'est pas juste dans le ChatGPT et finalement, vous avez mis des choses autour, mais ça n'apporte pas grand-chose en plus par rapport à, encore une fois, la valeur qui est créée par le large language model. Donc, on a estimé sur un certain nombre de questions la différence de qualité entre les réponses de ChatGPT et les réponses de Climate Q&A. Donc, on a pris des questions qui sont dans les rapports du GIEC. Juste une gorge d'eau. Donc, on a pris des questions qui sont dans le FAQ du GIEC pour avoir une correction de réponse et pouvoir estimer de la manière la plus précise la qualité des réponses des deux modèles. Ensuite, on a demandé simplement à ChatGPT, donc sans le préparer, sans lui donner de source, juste en mettant la question dans le chat, et on a posé également la question à Climate Q&A. Je ne vais pas revenir sur toutes les lignes, mais et quelques points importants, c'est ce qu'on a évoqué, c'est que on peut systématiquement double-checker ce que dit le modèle. C'est-à-dire que l'important n'est pas est-ce qu'il donne, c'est important aussi, mais le plus important n'est pas est-ce qu'il donne la bonne réponse à chaque fois, c'est plutôt lorsque ce n'est pas la bonne réponse, y a-t-il un moyen de le vérifier en un coup d'œil, éventuellement en un clic. Et là, c'est le cas. C'est le gros avantage par rapport à ChatGPT, c'est qu'on va pouvoir aller vérifier dans la source initiale. Il me dit ça, mais d'où est-ce qu'il le tire? Comment c'était dit dans le contexte? Pourquoi? Etc. On va pouvoir aller tout vérifier. Une autre spécificité, c'est que ChatGPT va avoir tendance à se perdre un peu si on va sur des sujets trop précis, trop spécifiques, parce que il n'a pas forcément les connaissances précisément sur ces sujets-là, tandis que dans les 10 documents, il va y avoir énormément d'informations sur des sujets ultra précis. Et ça va le rendre précis vraiment sur des sujets de niche dans une niche qui est, qui est le changement climatique. Et c'est ça qui va faire aussi la force de Climate Q&A. Encore un autre avantage, c'est la limite des données sur lesquelles a été entraîné ChatGPT, qui s'arrête en septembre 2021, tandis que Climate Q&A, on a ajouté le rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques semaines. Il est complètement à jour, il donne les chiffres les plus précis, les plus récents. Voilà, c'est un autre gros avantage de Climate Q&A par rapport à ChatGPT. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on voit à l'écran? On pourra toujours y revenir aussi. Ouais. Enfin, on s'est permis de rajouter ça en dernière minute. Je vais peut-être passer rapidement dessus parce que je me rends compte que c'est un peu technique, mais si certains d'entre vous ont des questions, on y reviendra avec plaisir. En quelques mots, on cherchait un moyen de pouvoir comparer les différents retrievers qu'on peut utiliser, donc pardon, juste le retriever, qui est le modèle dont je parlais, qui va créer les embeddings. Et certains modèles vont créer des embeddings plus ou moins bons pour tel ou tel cas d'usage. En l'occurrence, nous, celui qu'on utilise, c'est celui-là, ligne 5, qui est un peu en surbrillance, mais ça ne se voit pas du tout. Il s'appelle Multiqa MP Net Base.v1. Pas tout à fait précis tout à l'heure. Dot, c'est parce que quand on fait la comparaison, on utilise un dot product par opposition à d'autres où il y a marqué cost, on utilisera une distance cosine. C'est juste la formule mathématique qu'on utilise pour comparer les vecteurs entre eux. Et donc, pour en revenir à la méthode qui a été utilisée pour avoir ce tableau, on a pris 1000 documents au hasard. Pour chaque document, on a interrogé un large language model pour lui demander de générer une question qui portait précisément sur ce document. Et ensuite, on a fait le trajet inverse, c'est-à-dire qu'on a pris cette question-là et on a query le retriever pour aller chercher dans notre base le top 100
des documents qui répondaient le mieux à la question. Ensuite, on a regardé à quel index, à quel endroit dans le top 100 était le Gold Document, qui est le document à partir duquel on avait créé la question, donc a priori le plus pertinent pour y répondre. Il y a évidemment un certain nombre de biais avec cette méthode. Ce n'est pas parce qu'on génère une question à partir d'un document qu'il n'y a pas d'autres documents qui peuvent y répondre également, voire même y répondre mieux. Mais sur 100 documents retrieve, a priori, la plupart de ces biais sont assez foncés, aplatis. Et voilà comment on les a évalués. Et ensuite, on regarde, est-ce que dans le top 100 des documents qui ont été retrieved, donc récupérés, est-ce que c'est le tout premier document? Est-ce que c'est dans le top 1? Est-ce que c'est dans le top 3, 5, 10? Le top 10 qui est encadré, puisque c'est celui qu'on utilise pour l'outil, où on lui donne la question plus les 10 documents qui suivent. Est-ce que c'est dans le top 50? Est-ce que, enfin, c'est dans le top 100? Voilà. Je ne m'attarde pas plus, je pourrais rentrer plus en détail sur les différents modèles et pourquoi est-ce qu'ils marchent bien ou pas bien, si besoin. Mais ouais. Je me trompe ou ça ne paraît pas être le meilleur, justement? Ce n'est pas du tout le meilleur, et donc on va probablement le changer, puisque ce tableau-là, on l'a fait très récemment, alors que Climate Q&A, on l'a sorti il y a maintenant quelques semaines. Ouais, 3-4 semaines. Voilà. Mais donc, oui, très bon point, on va probablement le changer. Si on a, en fait, un point à prendre en compte, c'est que les 3 premières lignes, et surtout la première, ça demande du hardware beaucoup plus solide que ce qu'on a nous. Ça demande du GPU et la première, une certaine taille de GPU. Alors, pour l'instant, on est sur des petits clusters en CPU. Donc, c'est aussi un coût, on verra. Enfin, il y a des choses à considérer encore. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on peut avoir un gros gain de précision par rapport à ce qu'on a actuellement. C'est déjà très bien, mais on peut encore beaucoup l'améliorer. Un point peut-être au passage sur le fait que, pour rappel, toutes ces technologies-là sont encore très nouvelles et donc on innove tous les jours dessus et il est certain qu'on n'a pas encore cerné la meilleure manière de faire les choses, mais chacun suit des chemins différents pour essayer d'y arriver le plus rapidement possible. Il y a une petite question. Très bonne question. Oui, la question est pourquoi est-ce que TF-IDF est aussi bien classé, donc est littéralement supérieur au modèle qu'on utilise. C'est la seule ligne pour laquelle, je dis il y a un certain nombre de biais pour les autres, mais pour celle-là, il y a encore plus de biais, puisqu'on prend un seul document et qu'on génère une question à partir de ce document. Il peut arriver, et surtout la manière dont je vais demander de générer la question, c'est-à-dire que ce soit vraiment spécifique à ce document, je pense que ça a créé un biais et que naturellement, il a utilisé, dès qu'il y avait un mot très spécifique, un nom de dossier, voilà, quelque chose un nom propre, voilà, il s'était précipité dessus pour générer quelque chose le plus spécifique possible. Ce n'est pas forcément le cas de la plupart des questions qu'on va poser à Climate QA. Ce sera plutôt l'idée qui va être importante que le mot précisément. Et c'est pour ça que TF-IDF performe aussi bien. C'est parce que, oui, alors pour rappel, parce qu'il y a sans doute des gens qui ne savent pas ce que c'est TF-IDF, c'est du keyword search, on appelle ça du bag of words retrieval, donc c'est sac de mots. On va juste comparer, en gros, combien de mots sont en commun entre la question et chaque document, chaque paragraphe. Et plus il y a de mots en commun, plus on va considérer que ça parle de la même chose. C'est très limité, il y a beaucoup de biais. En un mot, enfin en quelques points, ça va être, si par exemple il ne prend pas en compte l'ordre des mots, or des mots dans un ordre différent peuvent vouloir dire des choses radicalement différentes. Il ne prend pas en compte la synonymie, il ne prend pas en compte énormément de choses qu'un modèle sémantique va prendre en compte. En revanche, là où il brille vraiment, c'est sur des termes qui sont très peu de fois dans le corpus d'origine, typiquement des noms propres, typiquement des noms d'articles très spécifiques, et c'est pour ça qu'il brille assez bien là.
mais il ne faut pas trop s'y fier. Et en vrai, il fonctionnerait beaucoup moins bien que le modèle qu'on a actuellement précisément pour l'outil Climate Q&A. Est-ce que c'est le dot product qui permet de modérer les climats statiques en partant du fait que la question se prend sans potentiel support de réponse? Je vais dire oui. Ou est-ce que tu essaies d'avoir des passages qui vont en sens inverse d'une question potentiellement orientée, qui fait que Ok. Normalement, il n'y a pas de. Ouais. Normalement, en fait, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Comment? Oui. Donc l'idée, c'est, je pense que la personne Fabien parle d'une. Alors déjà, normalement, il n'y a pas de modération sur les climato-sceptiques. Au contraire, je pense que l'outil peut leur être très utile pour les sensibiliser, leur apporter des éléments. Peut-il vouloir être convaincu, mais je pense que ça peut être intéressant pour eux. Et en tout cas, on n'a certainement pas mis de filtre qui bloque les climato-sceptiques, bien au contraire. On l'a d'ailleurs beaucoup testé sur des questions climato-sceptiques pendant qu'on crée l'outil. Mais est-ce que du coup, une modération naturelle s'opérerait du fait que les climato-sceptiques disent des choses qui vont à l'inverse de ce qu'il y a dans les rapports du GIEC? Et du coup, est-ce que, avec le dot product ou la discosine, enfin la manière dont on calcule la singularité, est-ce que ça ferait que les scores seraient systématiquement très bas, ça passerait en dessous du threshold, et du coup, il y aurait une dévolution naturelle des gens qui disent des choses contraires à ce qu'il y a dans les rapports du GIEC? La réponse est non. Je ne sais pas si la question était claire. Oui. Ouais, je peux redire. La question était, est-ce que le fait que les questions des climato-sceptiques aillent à l'inverse de ce que disent les paragraphes qui sont dans notre dataset, donc les rapports du GIEC, le fait que ça dise des choses inverses, est-ce que ça fait que le score est trop bas et que du coup, on ne display pas les documents et on dit non, c'est trop bas pour le seuil dont on parlait précédemment et qu'il y ait une modération naturelle qui s'opère. Donc la réponse est non, puisque en fait c'est dû aux choix qui ont été faits dans le développement des modèles, et pour certains autres modèles ce sera sans doute différent, mais dommage, j'ai une bonne slide sur la question, mais l'idée c'est qu'est-ce qu'on appelle sémantiquement proche? Et en fait c'est très difficile de répondre à la question. Intuitivement on se dit bah non, c'est assez facile, il y a des choses qui sont proches, d'autres qui ne sont pas proches, mais si par exemple on dit le nucléaire est terriblement dangereux pour la société et le nucléaire n'est pas terriblement dangereux pour la société, est-ce que c'est sémantiquement proche? En un sens, oui, parce qu'on parle de la même chose, on parle de la dangerosité du nucléaire, mais en un autre sens, qui est évoqué là dans la question, pas du tout, puisque c'est des opinions qui sont radicalement inverses. Le choix qui a été fait pour entrer notre modèle, en tout cas en pratique, c'est ce que moi j'ai constaté, c'est que si jamais ça disait exactement tel phénomène est dangereux, exactement tel phénomène n'est surtout pas dangereux du tout, on dit que ça parle de la même chose. Voilà. On fait le choix de dire le sujet évoqué, c'est quand même ce truc très spécifique, dans mon exemple nucléaire, donc ça devrait être proche sémantiquement. Oui. Pour rebondir là-dessus, du coup, si la personne qui vient challenger le Climate QA et il n'a pas forcément de jargon climatique, on peut s'attendre à avoir des résultats de similarité très très bas. Oui, complètement. Juste pour répéter, pour répéter la question, donc c'était si jamais on n'a pas de vocabulaire qui est utilisé exactement dans les rapports, est-ce que ça va faire un score de similarité bas? Et encore une fois, on va être naturellement éloigné, modéré, on ne passera pas le seuil. On va tester. Je pense que ça dépend de dans quelle mesure est-ce qu'on n'a pas le vocabulaire. Si vraiment c'est un vocabulaire qu'on a qui est trompeur et qui peut vouloir dire plein de choses, etc., peut-être, mais a priori, si c'est juste un vocabulaire plus simple que celui qui est utilisé dans les rapports, ça devrait vouloir dire qu'on peut retrouver
des bonnes choses. Donc, on pourra retrouver les bons documents. C'est justement un des gros avantages de la recherche sémantique par rapport à la recherche par keyword. Est-ce que vous avez un exemple de question? C'est le problème. Quelque chose qui peut juste évoquer, par exemple, changement, mais sans forcément climatique. Question un peu vague, quoi. Il y a un autre point également que j'aurais dû évoquer, qui est que on va avoir une étape de j'ai évoqué la reformulation, mais du coup, ça répond assez bien là. L'étape de reformulation va spécifier le contexte et va reformuler a priori dans un langage professionnel, dans un bon langage. Donc, ça risque de préciser les termes dans le bon sens et du coup, d'aller rechercher la brebis égarée qui utilisait des termes faussés. Et si tu mets le bouleversement au lieu du changement, ou ça, parce que je suis pas chaud, ou est-ce que quel bouleversement à venir ou... Quels sont les bouleversements à venir? D'ailleurs, pourquoi est-ce que, d'ailleurs, le fait qu'il y ait une augmentation de la température, on va des retards de froid? D'accord. Comme ça, on fait deux en un, et on fait tous les dossiers en même temps que. Oui, c'est plus facile. Il fait froid en mai et c'est normal. C'est normal. Je ne sais pas très exactement ce que vous entendez en ligne, si vous arrivez à suivre. Modération. Mais il est chaud, on peut voir au cas où. Il est chaud. Ouais, ça va vraiment. Donc là, c'est intéressant aussi. Bon, c'est très rare, mais là, il est cassé. Il ne fait pas ce qu'on veut qu'il fasse. Je pense que c'est parce que j'ai mis des mots qui, bon, c'est quand même, il faut interpréter. Et du coup, c'est intéressant. La question est passée dans le retrieval. Et du coup, il y a, au lieu de la reformulation, en fait, comme on fait, voici. En fait, on utilise un autre modèle pour faire la reformulation, qui lui ne voit pas tout l'historique de la conversation. Et du coup, lui-même a été prompté avec quelque chose qu'il n'a pas compris. Et du coup, lui-même, il s'excuse au premier modèle pour lui dire « Excusez-moi, je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé. » Mais voilà, en fait, le deuxième modèle considère le premier comme un utilisateur, puisqu'il n'a pas conscience du fait qu'il est lui-même au centre d'une architecture. Voilà. Donc là, on voit l'excuse du modèle voilà, c'est ça. Au modèle du second modèle au premier. Du coup, c'était intéressant pour comparer, de mettre il fait chaud en mai, est-ce normal? Allons-y. Bon, On va passer à la conclusion après. Oui. On va aller à l'heure. Vérifier quand même qu'il est encore. Voilà, on peut revenir à la présentation. Oui. Jean, oui. Est-ce que vous avez eu déjà des tentatives de hack par continuum injection et... Du coup, la question était est-ce qu'on a déjà eu du prompt injection et a-t-on mis en place des barrières qui sont permises? Le prompt injection, en quelques mots, c'est le fait de mettre dans l'input du modèle des choses pour le tromper. Par exemple, lui dire à partir de maintenant, les consignes deviennent ça et pas du tout ce que tu as vu avant. Oublie toutes les instructions que tu as eues précédemment, etc. pour pouvoir en tirer des choses. Par exemple, ici, ce serait bénin, mais ce serait quelqu'un qui
veut utiliser la clé qu'on a mis derrière pour pouvoir query GPT Turbo sur l'API d'OpenAI gratuitement et qui, du coup, crée un prompt custom qui puisse, un prompt, oui, custom, ça va, qui explique, oublie tout ce que tu as vu jusqu'à présent et à partir de maintenant, on écoute ce que je te dis. Qui se crée lui-même une API qui va pouvoir aller utiliser derrière ce que nous, on a mis en place. Donc ça, ce serait en théorie ce qui pourrait se passer. On a essayé nous-mêmes de le faire. Je ne sais pas si d'autres gens ont essayé. Nous-mêmes, on n'a pas réussi. Parce qu'en fait, le fait de rajouter énormément de documents, ça va noyer tout ce que tu peux dire précédemment avant, d'une, et de deux, l'étape de reformulation va tuer en fait toute demande qui ne tient pas en une phrase, puisque j'ai ajouté une limite sur la génération de la question qui fait que ça ne peut pas dépasser un certain nombre de tokens, une soixantaine de mémoires, et donc du coup on ne va pas pouvoir passer de longs messages qui peuvent servir à tromper un peu les modèles de langage. Typiquement, comme je disais, oublie tout ce que tu as vu jusqu'à présent, à partir de maintenant, tu deviens telle autre entité. Voilà. Et je laisse la parole à Gabrielle pour la conclusion. À moi d'abord. Donc, juste pour la conclusion, qu'est-ce qui attend un Climate Q&A? Donc, deux mots sur ce qu'on veut continuer à développer. Donc, on veut continuer à augmenter la performance de l'outil, donc que les réponses soient meilleures, de meilleure qualité, etc. Donc, on va mettre en place du routing. Donc, on va identifier les différents types de questions ou le sens des questions. Donc, est-ce que c'est des questions qui demandent de l'information, des facts, qui demandent des explications, des procédures, qui demandent de comparer deux choses, par exemple, quel est l'impact du réchauffement climatique en Afrique de l'Ouest versus en Amérique du Sud, des questions créatives et de synthèse. Donc, en fonction de type de questions, l'algorithme prendrait un différent chemin. On voudrait aussi labelliser le dataset pour améliorer la contextualisation des questions. Donc, prendre pour chaque paragraphe extrait des labels, donc qui parlent d'une certaine année, d'une certaine région, pour pouvoir poser des questions type quels seront les impacts du réchauffement climatique en Afrique de l'Ouest en 2050 et que les meilleurs documents soient sourcés. Et finalement, rendre l'outil plus accessible. Donc, on travaille avec nos UX, UI que nous avons ici pour développer et designer une interface pour l'outil, à la fois pour l'ordinateur et le téléphone portable, et pour rendre l'outil disponible et accessible avec des différents niveaux de complexité. Donc, comme je disais avant, on pourrait choisir un niveau enfant, un niveau expert et in between aussi. Voilà. Et peut-être deux mots pour finir sur l'IA responsable. On peut poser juste une petite question avant. Moi, j'ai une question. Combien de temps vous avez mis pour développer l'outil depuis l'idée jusqu'à la première release, hein? Donc, la question, c'est combien de temps on a mis pour développer l'outil? Il y a plusieurs réponses possibles. C'est entre le moment où il y a eu l'idée de l'outil et le moment où on a fait une première version sur l'IFS, environ 2 mois, je pense. Le temps de faire la pipeline, de tester, d'aller récupérer des feedbacks utilisateurs, d'améliorer, de modérer aussi l'outil pour justement éviter les problèmes adversariaux. Et au-delà de ça, il y a eu quand même pas mal de recherche et développement investis depuis un peu plus d'1 an sur ce genre de use case en interne chez. Et pour finir, en petite ouverture sur nos piliers, nos engagements d'un point de vue sustainable, c'est-à-dire responsible AI. N'hésitez pas à en parler à Annabelle au fond de la salle au dessus après si vous voulez approfondir, elle a beaucoup de connaissances sur le sujet. Mais globalement, c'est que à l'heure actuelle, tout ce qui est GenAI nous permet de faire énormément de choses, ça ouvre énormément d'use cases en pratique, mais que malgré disons l'effet buzz, l'effet bubble, on a envie de jouer avec ça, de faire tout ce qu'on peut avec.
il faut quand même garder un certain contrôle de ce qu'on fait, c'est-à-dire que c'est des outils qui sont encore mal compris et mal modérés. Donc, le principe de rigueur s'en tient. Et donc, un peu sur nos principes, décomposés sur quatre grands axes. On va avoir d'un côté le contrôle de la donnée, et s'assurer qu'on garde quand même une certaine sécurité, une certaine privacy pour notre donnée, pour nos clients, tout en contrôlant, en comprenant les biais qui peuvent résulter de la donnée. Il y a un modèle de machine learning qui montre les biais, ça veut dire en général que c'est la donnée en fait sous-jacente qui est à l'origine de ces biais. D'ailleurs, sur le modèle, justement, on va mettre l'accent sur la robustesse, donc justement pour éviter les attaques adversariales, pour s'assurer qu'on a des résultats répétables, utilisables. Et en même temps, on va mettre un fort accent sur l'interprétabilité pour comprendre un minimum comment le modèle prend ses décisions, comment il génère son texte, comment il fournit des réponses. Encore en plus high level, on va monter une interface et d'être aussi transparent, aussi explicable que possible pour qu'un utilisateur puisse jauger de ce qu'il a sous les yeux, qui puisse, si besoin, se référer à son propre jugement, plutôt que d'utiliser uniquement celui du modèle. Et enfin, ça permet justement à l'utilisateur d'être vigilant, de garder un contrôle, une connaissance, un esprit critique vis-à-vis de ce qu'il fait. Parce que ça peut être justement assez tentant avec ce genre de modèle de faire une confiance aveugle à ce qui nous est fourni, sans aller fact-checker, sans aller justement garder un certain contrôle de ce qu'il fait. Voilà. Mais à part justement ce pilier, c'est quand même une très belle technologie qui est derrière. Donc ça nous montre justement que les progrès dans le domaine, ça abaisse énormément les barrières technologiques qu'on peut avoir pour construire des use cases divers et variés, dont des use cases en fait qui peuvent aider énormément pour le bien commun, pour les enjeux de société. Et du coup, là, les enjeux, c'est de choisir un peu ces chevals de bataille, de choisir un peu où est-ce qu'on va les appliquer pour justement l'utiliser pour le bien commun, plutôt que comme des SLGPT, juste pour aller faire de l'argent derrière, par-dessus la CRC. Et je vais laisser le mot de la fin à Nicolas, juste à ma gauche. Merci. Moi, je suis le porteur de bonnes nouvelles, parce qu'il y a un cocktail, le troisième. Je suis juste là pour ça. Plus sérieusement, merci déjà à l'équipe Climate Q&A qui a fait quand même un travail de dingue ces derniers mois. Et on avait aussi, avec Jean et Gabriel, lancé des sujets il y a un peu plus d'1 an. On est super content que c'est pu aboutir. Et donc déjà, un grand merci à vous. Un merci à Datacraft aussi pour l'organisation. Quand je les ai sollicités, quand j'ai sollicité Xavier, il a tout de suite été partant. C'est l'essence du club. Voilà, c'est l'essence du club. Mais on est toujours content d'intervenir et de parler des sujets qui nous tiennent à cœur. Et aussi un merci, c'est un peu l'école des fans aujourd'hui, là je suis désolé. À Nathan qui aussi gère le lien entre tout ce qui est Meetup et Metrix et qui nous a aussi grandement aidé pour faciliter justement toute cette organisation.